Oh hey, salut, je suis Ben, le Docteur Reaper. Et aujourd'hui, on va se poser deux questions. Parce que si on répond à l'une, on répond à l'autre, alors tant qu'à faire. Première question. Pourquoi est-ce que le terme entreprise est-il aussi ambigu? Non, parce que on l'utilise tout le temps, alors que quand on dit entreprise, on désigne quand même des structures qui peuvent aller de 0 à plus de 2 millions de salariés, et qui vont du toilettage pour chiens à la fabrication d'ogives nucléaires. Quel sens ça a de toutes les mettre dans le même panier? Enfin, toutes dans le même panier, des fois elles sont toutes dans le même panier, et des fois, dans la communication politique, on met à part les petites entreprises, comme si elles avaient un truc pas pareil, sans jamais qu'on précise quoi. Ceci nous amène à notre deuxième question. Est-ce que les petites entreprises profitent des politiques censées être pro-entreprise? Et vous allez voir que tout ça est lié. Déjà, petite entreprise, ça ne veut pas dire grand-chose. Souvent, ça sous-entend PME, sauf que PME, c'est juste un statut légal. Et ça peut quand même aller jusqu'à 250 salariés et 50 millions de chiffre d'affaires. Dans ce cas-là, on n'est plus vraiment dans le petit commerce du coin. Donc entre nous, on va prendre quelques caractéristiques pour définir une petite entreprise. Une petite équipe où tout le monde se côtoie, une séparation des tâches minimale, un rayonnement local et des possibilités d'expansion limitées. Et enfin, ce sont des entreprises pour lesquelles les règles du jeu de l'économie n'ont pas été pensées du tout. Et il faut se remettre dans le contexte du 19e siècle pour comprendre pourquoi. On découvrait tout juste ce dont était capable la machine, et c'est compréhensible que certains aient cru que les méthodes artisanales des petits ateliers ne pouvaient que mourir face à la marche du progrès. Au cours du XXe siècle, le développement de la production et de la consommation de masse a accentué l'idée que les petites entreprises, plus lentes, plus chères, appartenaient au passé. Et en toute logique, pendant 2 siècles, les règles du jeu économique ont été faites en conséquence. C'est-à-dire qu'on n'allait pas se casser la binette pour des activités qu'on pensait vouées à disparaître. Et puis vinrent les années 80. C'est une époque où les dirigeants se convertissent à de nouveaux courants de pensée économique, qui disent en substance que l'appât du gain individuel est la clé du progrès collectif. Et du coup, les individus sont encouragés à aller s'enrichir en créant leur entreprise. Et pouf, les petites entreprises passent de reliques du passé à moteur de l'économie. En tout cas, ça, c'est le discours. Mais ça colle que moyennement avec la réalité, parce que dans cette même logique, toute barrière à l'appât du gain est vue comme une barrière au progrès. Et concrètement, ça se traduit par une déréglementation croissante de l'économie. Suppression des barrières douanières, abaissement des normes sociales, bref, on cherche à supprimer tout ce qui permet au pouvoir public de mettre leur nez dans l'économie. Et si on y regarde de plus près, la plupart de ces déréglementations se situent à l'échelle internationale, ce qui, par définition, favorise surtout les multinationales. Madame Martin, grâce à la loi Bufferin, délocaliser n'a jamais été aussi facile. Voyez formulaire d'or, cordialement, Gérard Bufferin, ministre du Commerce. La conséquence de ces politiques est d'offrir des possibilités de profit de plus en plus importantes et de plus en plus rapides, mais au prix d'une instabilité croissante de l'économie. Et cette instabilité, les grandes entreprises peuvent la gérer beaucoup plus facilement que les petites. Une grande entreprise a plein d'outils à sa disposition que n'ont pas les petites structures. Et les petites entreprises dans tout ça? Toujours suivant la même logique, il suffirait de déréglementer encore davantage pour leur donner les marges de manœuvre suffisantes pour rivaliser avec les plus grosses entreprises. Face à l'économie mondialisée, voici pour vous défendre. Sauf que, quand bien même ça marcherait, elles y perdraient quand même. Vous aussi, prenez ça. Les grosses entreprises en profiteraient aussi, tout en gardant les avantages liés à leur taille. Et c'est bien pour ça que les déréglementations ne se font jamais en faveur des petits. Les normes et les réglementations publiques ont pour but de cadrer l'instabilité économique. Pour le meilleur et pour le pire, certes. Mais ça n'est pas parce qu'on voit une barrière mal placée quelque part
qu'il faut toutes les enlever. Salut boss, faut que je te dise, ça fait des mois que les gens râlent parce qu'ils doivent faire des manœuvres sur le parking à cause des clôtures. Alors j'ai pris les devants, j'ai tout viré sur tout le site. Ah mon cher Bobby, toujours de la suite dans les idées. On a posé 2 questions en introduction. On a plus ou moins répondu à la deuxième. Les politiques économiques récentes ne se sont pas vraiment faites en faveur des petites entreprises. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec notre première question? Pourquoi le mot entreprise est-il aussi ambigu? Il faut savoir que la conversion idéologique vers le tout marchand ne s'est pas faite si simplement. Les entreprises avaient quelques soucis d'image, et puis en ce début 80, le divorce entre les petites et les grosses entreprises était quasiment consommé. Il fallait changer de discours. Et on tient là un très bon exemple de l'importance des mots. Et je vais vous raconter comment ce changement de discours s'est produit. Sans complot, juste grâce à des circonstances historiques particulières. Tout d'abord, il y a eu de très gros efforts menés par le tout jeune MEDEF pour forger un discours qui fasse oublier le mépris porté par le grand patronat sur les petites entreprises, dans l'idée de rassembler un maximum de monde dans cette nouvelle formation. Et dans le même temps, le déclin de l'URSS contribuait à créer une euphorie pour le tout marché chez les dirigeants. Et enfin, ajoutons à ça que les histoires de succès et de réussite à l'américaine sont très accrocheuses, les journaux et les magazines ne tardant pas à se faire les relais des aspects les plus positifs de ce changement d'idéologie. Concrètement, ce changement de discours tient à 2 ingrédients. D'abord, euphémiser, arrondir les angles, enlever tous les mots qui fâchent, virer tous les mots trop techniques ou précis qui peuvent marquer une différence. Et à la place, positiver, en vue du sexy, de l'aventure, de la prise de risque, de la compétition. Et dans un contexte où tout le monde est à fond là-dessus, ça marche très bien pour faire oublier les conflits passés et présents. Mais le souci, c'est qu'aujourd'hui on n'en est pas sorti. Pourquoi changer une recette qui marche? Et au final, en prenant à chaque fois le meilleur aspect de chaque cas particulier d'entreprise, sans jamais préciser de quoi on parle, on forge une image d'une entreprise idéale, mais complètement chimérique. Une image qui nous fait oublier que c'est assez improbable qu'une même politique puisse à la fois favoriser les toiletteurs pour chiens et les fabricants d'ogives nucléaires. Et une image qui ne correspond pas à l'entreprise vécue. D'où les dialogues de sourds entre les organisations de travailleurs et les organisations patronales. Et voilà comment un discours qui se voulait rassembleur devient clivant. Alors la prochaine fois qu'un politique affirme aimer l'entreprise, la première chose à se demander est « oui, mais laquelle ?» La boulangerie délocalisée en RPC, retrouvez votre pain préféré, moins cher, à l'adresse, boulangerie Martin, nanana. Ok. Merci d'être resté avec nous à l'écoute de cette bossa de l'éboueur. Faites-vous plaisir, rejoignez-nous sur Facebook, Twitter. Et si vous voulez nous soutenir, nous avons une page Tipeee. Please passenger traveling on TH 6246, the Bristol Center Service. Alors je reconnais que c'est moins cher, mais c'est un tout petit peu loin du coup.